La rivière Lumina, source essentielle pour trois provinces d'Oralis, disparaît en une nuit, plongeant tout le système hydrologique dans une crise totale. En quelques heures, un phénomène imprévu fait s'effondrer ce qui semblait stable depuis des décennies. Ibrahim Traoré, ingénieur hydrologique, se lance dans une enquête pour déchiffrer cette disparition soudaine. Quelle serait l'ampleur des conséquences pour Oralis si une telle catastrophe se répétait? Ce qui était un simple événement devient une question fondamentale. Comment un fleuve entier peut-il se dissoudre sans laisser de traces? Cette crise interroge non seulement la stabilité de l'écosystème, mais aussi la résilience d'une société face à une perte d'une telle ampleur. La disparition soudaine de la rivière Lumina n'est pas seulement un phénomène mystérieux. C'est un avertissement pour Oralis, un pays qui repose depuis des décennies sur un système hydrologique complexe pour soutenir sa population et ses industries. Ibrahim Traoré et son équipe d'experts se retrouvent à la croisée des chemins. Ils doivent non seulement comprendre ce qui a causé la disparition du fleuve, mais aussi anticiper les conséquences dramatiques que cela pourrait avoir sur les régions dépendantes de la rivière. Leurs recherches révéleront que cette crise ne se limite pas à un simple assèchement, mais à un effondrement systémique. Les conséquences pour Oralis sont graves. L'agriculture, l'approvisionnement en eau et même la stabilité énergétique des trois provinces risquent d'être irréversiblement perturbées. Il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière cette catastrophe pour éviter de nouvelles tragédies. Un monde fragile, sans les bases solides qu'il croyait acquérir, se retrouve soudainement exposé à la vulnérabilité. La disparition de la rivière Lumina est survenue de manière aussi soudaine qu'inattendue. En une seule nuit, son niveau a chuté de 87%, laissant un corridor de roches sèches s'étendre sur plus de 240 km. Ce qui rend ce phénomène encore plus étrange, c'est qu'aucune variation n'avait été détectée par les capteurs hydrologiques 12 heures plus tôt. La stabilité apparente du système en amont a été un leurre. Les experts en hydrologie, comme Ibrahim Traoré, ont été confrontés à un mystère plus grand. Comment un système hydrologique aussi vaste et robuste a-t-il pu s'effondrer aussi brutalement? La situation se complique lorsqu'il s'avère qu'aucun mouvement tectonique ni variation météorologique n'a précédé cette disparition. Une question cruciale se pose. Si une telle crise a pu survenir sans signe précurseur, qu'en est-il des autres systèmes hydrologiques qui, comme celui de la Lumina, semblent être sous surveillance permanente? La chaîne d'événements qui a précédé l'effondrement de la rivière s'avère être la clé pour comprendre ce qui a basculé, mais pour l'instant elle demeure mystérieuse. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un ingénieur hydrologique, il est aussi un témoin privilégié de la catastrophe. Depuis des années, il a suivi de près le bassin de la rivière Lumina, un écosystème complexe interconnecté qui alimentait plusieurs régions d'Oralis. Mais lorsque l'effondrement s'est produit, il a dû faire face à une situation qui dépassait toutes ses connaissances. Il se rend immédiatement sur le terrain, dans la vallée de Rétan, une des trois zones alimentées par le fleuve. Là, il fait une découverte déroutante. Les réservoirs secondaires, censés compenser toute baisse de débit, ne se remplissent plus comme prévu. Cette défaillance du système de régulation semble indiquer que ce n'est pas simplement une question d'approvisionnement en eau, mais que le réseau entier a perdu son équilibre interne. Dans le village voisin d'Onrel, une autre observation l'intrigue. Une station de pompage, récemment rénovée, a cessé de fonctionner malgré une pression théoriquement suffisante. Cette série d'incidents conforte l'hypothèse de Traoré. La crise est bien plus profonde qu'un simple manque d'eau. Le problème réside dans une défaillance invisible du sous-sol, qui semble désormais absorber l'eau comme un puits sans fond. L'événement a débuté à 03h17 lorsque la station hydrométrique de l'Étard a enregistré une chute brutale du niveau de la rivière Lumina. En l'espace de 4 minutes, le débit est passé de 4800 mètres cubes par seconde à moins de 900, un changement aussi radical qu'inexplicable. Les capteurs n'ont enregistré aucune crue, obstruction ou effondrement de berge. Les techniciens pensaient d'abord qu'il s'agissait d'une erreur de calibration. Cependant, lorsque la seconde station, située 42 kilomètres plus loin, a affiché la même anomalie, le phénomène a pris une tournure plus inquiétante. En l'espace de quelques minutes, la rivière cessait de couler. À 03h21, la bande centrale du fleuve s'est figée et les équipes ont été confrontées à une situation sans précédent. Une première théorie évoquait un problème isolé, mais les données qui affluaient des autres stations ont rapidement montré qu'il ne s'agissait pas d'une simple anomalie. Le phénomène s'étendait. À 04h,
Les nappes phréatiques profondes ont commencé à perdre simultanément de la pression, provoquant une réaction en chaîne dans tout le système. Les galeries secondaires, habituellement pleines, se sont vidées par à-coups et les capteurs ont commencé à signaler une défaillance du réseau de régulation. À ce moment, les techniciens ont compris qu'ils étaient confrontés à un phénomène beaucoup plus complexe qu'ils n'auraient pu imaginer. La rivière Lumina ne se contentait pas de disparaître en surface, elle était en train d'être engloutie par un mécanisme invisible. Les premières heures qui ont suivi la chute du niveau ont été marquées par une succession de découvertes inquiétantes. L'absence de toute perturbation géophysique, une perte de pression inexpliquée et un réseau qui commençait à se désagréger. Les premières analyses des données hydrologiques ont permis de relever trois indicateurs cruciaux qui ont confirmé l'ampleur de la crise. Le premier chiffre concernait le débit de la rivière. Avant l'effondrement, la Lumina coulait à un débit stable de 4750 mètres cubes par seconde, un flux constant depuis près de 9 ans. Le jour de l'effondrement, ce chiffre est tombé à 620 mètres cubes par seconde, une baisse instantanée qui ne pouvait être expliquée par des facteurs météorologiques ou d'autres événements naturels. Cette chute radicale a bouleversé tous les modèles hydrologiques régionaux, mettant en évidence l'ampleur de la perte en très peu de temps. Le deuxième indicateur était la pression dans le réseau des nappes phréatiques. Avant l'incident, la pression moyenne dans les galeries profondes était de 138 bars, mais après l'effondrement, elle a chuté à 101 bars, une baisse de pression nette et simultanée dans plusieurs galeries. Cette diminution indiquait clairement un mouvement massif d'eau vers un espace souterrain inconnu, créant un vide dans le réseau hydrologique. Enfin, les capteurs de dérivation ont révélé une perte anormalement élevée de volume dans les conduites périphériques. Environ 12,4% du volume résiduel était perdu chaque heure dans les premières 12 heures suivant l'effondrement. Ce pourcentage était bien au-delà des valeurs normales et a suggéré que la rivière ne se contentait pas de se vider lentement, mais qu'elle était en train de s'acheminer vers un point d'aspiration mystérieux, encore invisible aux yeux des chercheurs. Ces trois chiffres ont constitué les preuves les plus solides que la disparition de la rivière Lumina était le résultat d'un phénomène bien plus complexe qu'un simple affaissement naturel. Deux théories majeures ont émergé pour expliquer la disparition de la rivière Lumina, chacune soutenue par une équipe d'experts. La première hypothèse est que l'effondrement de la rivière est dû à un phénomène géologique rare. Selon cette théorie, une cavité souterraine, jusqu'alors inconnue, aurait brusquement aspiré l'eau de la rivière, agissant comme un siphon naturel. Cette théorie est soutenue par les données, montrant une perte de pression dans le réseau de nappes phréatiques, ainsi que l'absence de tout signe précurseur classique, comme des tremblements de terre ou des changements météorologiques. Certains géologues croient que des formations karstiques non cartographiées dans la région ont pu causer cette défaillance géologique. Les chercheurs soulignent que ces structures peuvent se reconfigurer sans laisser de traces évidentes à la surface, rendant cette hypothèse plausible. La deuxième théorie propose que l'effondrement résulte d'une défaillance systémique du réseau hydrologique. Selon cette interprétation, des pointes faibles dans les infrastructures existantes, comme des fuites négligées dans les tunnels de dérivation ou une dégradation des barrages modulaires, auraient provoqué un effondrement en chaîne. Ce scénario suggère qu'un dysfonctionnement progressif du système de régulation, combiné à une baisse soudaine de la pression, aurait conduit à l'aspiration de l'eau vers un point d'effondrement dans le sous-sol. Les partisans de cette hypothèse insistent sur le fait que la complexité du système hydrologique, avec ses multiples interconnexions, n'a pas été entièrement prise en compte dans les modèles de maintenance. Cependant, les chercheurs qui soutiennent cette théorie n'ont pas encore pu expliquer entièrement l'absence de signature géophysique avant la disparition du fleuve. Les deux théories ont des points forts et des faiblesses. Les chercheurs continuent de débattre, mais les données recueillies jusqu'à présent semblent favoriser une combinaison des deux hypothèses. Une défaillance géologique amplifiée par des failles systémiques dans les infrastructures hydrologiques. À ce stade de l'enquête, une vérité commence à émerger. La disparition de la rivière Lumina n'est pas simplement une défaillance locale, mais un signe avant-coureur d'une fragilité systémique. La découverte d'un signal provenant des mondes d'Erad, une onde de basse fréquence détectée dans la région, a créé un tournant décisif dans l'investigation. Ce signal régulier et précis, bien que faible,
suggère l'existence d'une source stable et continue située sous le sous-sol d'Oralis, là où les scientifiques n'avaient jamais suspecté une cavité d'une telle ampleur. La convergence des données sur ce point géographique, associée à la baisse de pression dans les nappes phréatiques et la trajectoire du gradient, indique que la rivière Lumina a peut-être été engloutie dans cette structure souterraine. Les modèles hydrologiques doivent désormais être réévalués, car ils échouent à rendre compte de la dynamique en jeu. Cette découverte redéfinit la crise. Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement d'un système, mais de la révélation d'un mécanisme sous-jacent, invisible et profondément intégré au territoire. La disparition de la rivière Lumina a des répercussions immédiates et graves sur plusieurs aspects de la vie d'Oralis. Dans les districts urbains, la pression domestique a chuté de 41%, obligeant les habitants à organiser des tournées pour collecter de l'eau, rendant la vie quotidienne plus compliquée. Les écoles ajustent leurs horaires, les cantines réduisent leurs services et les hôpitaux réorganisent leurs protocoles pour s'adapter à la situation. Dans les zones rurales, l'impact est encore plus direct. Les puits communautaires, alimentés par les nappes phréatiques, connaissent des niveaux irréguliers, nécessitant des déplacements supplémentaires pour accéder à l'eau. La crise est devenue un défi collectif où chaque geste quotidien prend une importance capitale. L'agriculture, dépendante de l'irrigation de la rivière, subit également des pertes importantes. Les cultures irriguées voient leur rendement baisser de 18 à 27%, avec des exploitations qui tentent d'adopter des systèmes improvisés pour canaliser l'eau restante. L'industrie légère, dépendant des circuits de refroidissement, est contrainte de réduire ses horaires pour limiter la consommation d'eau. Et les usines métallurgiques des plaines d'Arvel passent à des cycles intermittents. Les ports continentaux, quant à eux, voient une réduction de leur trafic fluvial, bouleversant l'économie logistique du pays. Les infrastructures hydrauliques, déjà fragilisées, se trouvent sous pression. Les réservoirs secondaires ne parviennent plus à jouer leur rôle tampon, et des variations de pression inédites sont enregistrées dans les conduites profondes. Les ingénieurs surveillent des phénomènes inquiétants, comme des poches d'air dans des segments pourtant étanches, et le réseau de pompage autonome fonctionne désormais à une cadence réduite. À mesure que les équipes techniques tentent de stabiliser le système, il devient évident que cette crise ne fait que commencer et que des solutions structurelles profondes seront nécessaires pour éviter un effondrement total. Les projections pour les 6 à 12 prochains mois suggèrent trois trajectoires possibles pour Oralis face à la crise de la rivière Lumina. Chacune dépendra de l'évolution de la dynamique souterraine et de la manière dont le pays réagira pour ajuster son infrastructure hydrologique et ses pratiques agricoles. La première trajectoire, la plus probable si aucune autre anomalie n'est détectée, voit la stabilisation du système souterrain. La cavité souterraine pourrait atteindre sa capacité maximale et la pression dans les nappes phréatiques pourrait se stabiliser à un niveau relativement faible. Dans ce scénario, les réservoirs secondaires se rempliraient progressivement, mais la région continuerait de fonctionner avec une réduction d'eau permanente. Oralis devrait alors se concentrer sur des stratégies de gestion durable, avec un accent sur l'optimisation des ressources restantes. Cette trajectoire, bien que négative pour l'agriculture et certaines industries, permettrait de maintenir un certain équilibre sans effondrement total. La deuxième trajectoire, plus optimiste, envisage une reprise lente mais régulière du flux d'eau dans les nappes phréatiques. Une partie de l'eau perdue pourrait commencer à revenir et les réservoirs remonteraient à hauteur de 60 à 70% de leur capacité initiale. Cette résilience permettrait de relancer partiellement l'agriculture et de stabiliser les zones urbaines, avec des canaux d'irrigation réactivés. Les zones rurales bénéficieraient d'une meilleure autonomie en matière d'approvisionnement en eau et la pression domestique dans les districts urbains diminuerait. Cette trajectoire nécessiterait des investissements dans la modernisation du réseau de distribution, ainsi qu'une surveillance accrue des zones à risque. La troisième trajectoire, la plus sombre, prévoit une aggravation de la situation. Si la structure souterraine continue de se développer, la pression dans le système diminuera davantage, entraînant une perte d'eau encore plus grande. Les infrastructures, déjà sous pression, se détérioreront davantage. Certaines zones deviendraient pratiquement impossibles à desservir et les secteurs agricoles connaîtraient des pertes massives. L'eau serait redirigée d'urgence entre les régions, mais l'effort pourrait être insuffisant pour contenir l'effondrement total des systèmes vitaux du pays.
Cette trajectoire nécessiterait une reconstruction fondamentale du réseau hydrologique, avec un plan d'urgence visant à sécuriser les zones essentielles. Les projections de ces trois scénarios révèlent l'importance de comprendre et de maîtriser la dynamique sous-jacente du sous-sol d'Oralis. Quel que soit le chemin que suivra le pays, la crise de la rivière Lumina est une leçon vitale sur la vulnérabilité des ressources naturelles et la nécessité d'une planification systémique. La crise de la rivière Lumina dépasse largement les frontières d'Oralis. Elle met en lumière une question universelle. Comment les sociétés réagissent-elles lorsqu'une ressource essentielle disparaît soudainement? Pour les habitants des régions touchées, cette situation n'est pas seulement une étude de cas, mais une réalité quotidienne, où chaque décision est prise avec une conscience aiguë des conséquences. Pour l'industrie, la question est de savoir si la résilience économique peut être atteinte sans ressources en eau stable. Dans les zones rurales, les habitants adaptent leur vie à des conditions précaires, et chaque litre d'eau devient précieux. Les enfants jouent près des anciens cours d'eau maintenant vides, et les cultivateurs réinventent leurs méthodes de travail, poussant à une reconfiguration complète des stratégies agricoles. Les familles se relient non seulement pour survivre, mais pour créer un sentiment de solidarité dans un contexte de crise profonde. Cette situation pousse également à une réflexion plus large. Comment une société devrait-elle s'organiser pour affronter une crise systémique de cette ampleur? Les communautés de terrain, les chercheurs et les techniciens ne sont pas les seuls à être touchés. Toute la nation doit réévaluer ses priorités, ses choix et sa capacité à se relever. La réponse ne réside pas dans des solutions immédiates, mais dans une démarche collective où chaque acteur, qu'il soit local ou national, contribue à la reconstruction. Il ne s'agit pas seulement de relancer l'économie, mais de redéfinir ce que signifie vivre de manière durable sur un territoire fragilisé. Pour naviguer à travers la crise de la rivière Lumina, Oralis doit adopter une approche systémique et coordonnée à plusieurs niveaux. Le plan de récupération commence par la surveillance continue des zones clés, en particulier autour de la station géologique des monts d'Erad, où un signal régulier a été détecté. Les équipes hydrogéologiques devront densifier les mesures et cartographier précisément les zones où l'eau a disparu pour identifier les nouvelles dynamiques souterraines. Simultanément, des groupes d'experts travailleront à stabiliser le réseau de distribution, en réparant les conduites fragilisées et en éliminant les poches d'air dans les canaux d'irrigation. Le deuxième volet du plan consiste à adapter les méthodes agricoles aux nouvelles réalités hydriques, en réduisant la dépendance aux systèmes d'irrigation conventionnels et en adoptant des technologies plus efficaces pour maximiser l'utilisation des ressources en eau disponibles. Les districts urbains devront réorganiser leur approvisionnement en eau en renforçant les réservoirs de secours et en diversifiant les sources d'approvisionnement, y compris l'utilisation de l'eau recyclée et la collecte des eaux pluviales. Sur le long terme, le pays devra repenser son modèle hydrologique en modernisant l'ensemble du réseau pour en faire un système résilient, capable de résister aux variations imprévisibles du climat. Cela inclut la mise en place de capteurs autonomes dans des zones critiques et la construction de nouveaux barrages à écoulement modulé pour mieux contrôler la distribution de l'eau. Enfin, un plan de réorientation des ressources humaines sera nécessaire, en formant une nouvelle génération de techniciens, d'agriculteurs et de planificateurs urbains capables de naviguer dans un environnement plus incertain. L'objectif final est de stabiliser le pays tout en augmentant sa capacité à s'adapter aux crises futures. La résilience ne viendra pas d'une solution rapide, mais d'une transformation fondamentale des systèmes naturels et humains qui soutiennent la société. Liora Nems, en parcourant les premiers relevés après la crise, se rend régulièrement dans la vallée de Rétan, une région autrefois florissante grâce à la rivière Lumina. Là, la rivière ne s'écoule plus, mais la vie continue d'une manière qui semble, à première vue, irréelle. Les enfants jouent près des anciens canaux, désormais asséchés, et les cultivateurs suivent encore le tracé des anciennes berges, tentant d'imaginer une époque où l'eau les nourrissait. La vallée, jadis symbole de prospérité, est désormais le théâtre d'une résilience silencieuse mais déterminée. Les habitants, confrontés à l'absence du fleuve, trouvent des moyens d'adapter leur vie à une nouvelle réalité, tout en portant en eux la mémoire de ce que la rivière représentait pour eux. La Lumina n'est plus simplement un fleuve disparu, mais un symbole vivant du défi auquel Oralis doit faire face. Les leçons de cette crise ne sont pas seulement techniques, elles toucheront profondément l'essence de ce qui lie les gens à leur territoire. Comment un pays réorganise-t-il ses priorités lorsque la ressource la plus évidente devient incertaine?
Ce n'est pas simplement une question de rétablir un fleuve ou de trouver une solution d'urgence, mais de réinventer un mode de vie, de construire une résilience qui dépasse la simple gestion de crise. Liora, souvent en silence, observe ces transformations et se rappelle que, parfois, la véritable réponse ne réside pas dans la reconstruction d'un monde ancien, mais dans la capacité à se réinventer. À mesure que la situation évolue, Oralis se trouve à un carrefour crucial. La crise de la rivière Lumina, au-delà de sa dimension technique, pose une question fondamentale sur la manière dont les sociétés peuvent répondre aux défis environnementaux. Alors que les habitants, les scientifiques et les autorités cherchent des solutions pour stabiliser le système, il est important de réfléchir à la manière dont chacun peut contribuer à cette transformation. Que ce soit en réinventant l'agriculture, en réorganisant les réseaux d'eau en réseaux chauds ou en ajustant les comportements quotidiens, chaque petit geste compte. Dans un monde où la stabilité est toujours plus incertaine, la résilience ne se construit pas uniquement à l'échelle des gouvernements ou des grandes entreprises, mais à travers l'engagement collectif des communautés. Alors, à vous maintenant, comment, selon vous, Oralis peut-elle tirer parti de cette crise pour construire un avenir plus durable et solidaire? Partagez vos idées et vos solutions et participez à la conversation. Ensemble, nous pouvons imaginer un avenir où l'incertitude de la ressource ne rime pas avec impuissance, mais avec innovation et coopération.